Alors, le magazine Forbes vous a classé, Frédéric Fougera, numéro 1 de son classement des 100 personnalités les plus influentes de la communication. Parlons communication aujourd'hui et plus spécifiquement communication de crise. Bonjour Frédéric. Bonjour Nelly. Comment vas-tu? Super. Est-ce que tu as ton ticket? J'ai mon entrée. Allez, c'est parti, on y va. Tu es un fan de roller coaster. J'adore ça. Ouais. J'adore ça parce que j'adore la vitesse, en fait. J'adore la vitesse et le roller coaster, c'est vraiment c'est là où je me sens en sécurité, en vitesse. Donc je les adore depuis toujours. Quand ça va vite, quand ça va haut, quand ça va dans tous les sens, j'adore ça. Et tu as eu plein d'anecdotes par rapport au roller coaster dans ta vie professionnelle. Ben, c'est vrai quand on y pense. D'abord, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup dans différents parcs d'attractions. Quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas en France, où il y avait les foires du trône. C'était assez réduit. Donc j'ai eu la chance d'en faire plusieurs fois dans le monde, en Asie, aux États-Unis. Et puis j'ai aussi eu la chance, au début de ma vie professionnelle, si on rentre tout de suite dans le sujet, en fait, de travailler avec un élu qui était maire, premier vice-président de conseil général et conseiller régional en Île-de-France, territoire sur lequel s'est implanté Euro Disney à l'époque. Et donc j'ai vécu la phase de candidature, la phase d'acceptation, puis la construction, le chantier, les premières expositions, jusqu'à l'inauguration du parc, phase 1, puis l'inauguration du parc avec Space Mountain. Donc c'est toute ma vie en réalité. T'es dedans. Ah, je suis dedans, mais à fond, quoi. Donc j'ai eu ton dessin, un vrai roller coaster. Il est moche, hein. Ça va, on a eu pire. Non, Est-ce que quand tu l'as fait, quel a été ton ressenti, l'émotion que tu as eue quand tu as fait ce trait? D'abord, je l'ai fait 10 fois parce que je dessine très très mal. Je sais faire dessiner les autres et dire ce que je veux, mais quand il faut le faire soi-même, c'est déjà plus compliqué. Ces deux pauvres traits, j'ai eu beaucoup de mal à les faire. Mais en fait, j'ai essayé de faire le ressenti de ce que j'aime dans un roller coaster. Alors au départ, j'ai pas du tout imaginé que ça pouvait être aussi la traduction de mon parcours professionnel, parce que finalement, ça l'est un peu. Mais voilà, cette montée assez forte qui fait un peu mal au ventre, et puis après cette chute vertigineuse, mais ça arrive aussi dans la vie, et puis se retrouver sous la terre, parce que le trait rose, il identifie le sol, donc après se retrouver dans le noir, et parfois dans l'invisible, et puis après on ressort, et puis après on vit plein de choses incroyables. Voilà, c'est ce que j'aime dans les roller coasters, et puis ça ressemble pas mal aussi à ma vie professionnelle quelque part. Donc si on reprend le début, tu es au départ dans la fonction salariée. Au départ, je suis un étudiant déjà. Oui, je suis un étudiant, mais qui ne va pas poursuivre ses études, parce que je pense que cet étudiant-là, il n'est pas du tout fait pour les études. En tout cas, il n'est pas fait pour les études académiques, pour les grandes écoles. Il aurait dû plutôt être un apprenti. Il aurait dû apprendre en faisant, avoir peut-être un métier technique, un métier manuel. Ça me ressemblait beaucoup plus. C'était vraiment moi. Sauf que il y a plus de 40 ans, c'était pas bien de faire un métier technique. C'était pas bien de faire un CAP, mais pourtant c'était ce qui aurait été bien pour moi. Alors je fais, après un bac littéraire, je me lance dans des études de droit parce que je suis très intéressé par les discriminations, par la faiblesse, la fragilité des uns des autres. Donc me dire être avocat, peut-être que j'aurai un rôle utile dans la société. Sauf que ces études-là ne me conviennent pas du tout. Et par chance, je ne sais pas, au hasard, je tombe malade, rien de grave et sans conséquence. Mais à l'époque, ça me fout en l'air ma première année de droit. Et c'est aussi à la même époque où en France naissent les radios libres. Et là, j'ai un boulevard qui s'ouvre devant moi. Je suis appelé pour aller bosser dans une radio libre. Et puis, c'est le début d'une vie professionnelle, le début d'une vie de communicant où il y a tout à apprendre, mais c'est déjà parti, quoi. Ah ouais, donc tu te lances directement, donc tu quittes le parcours classique finalement. Bye bye la fac de droit, oui. Les parents, ça va? Oui, plutôt des parents qui m'ont plutôt fait confiance, ou en tout cas qui montraient pas trop leur inquiétude. Et donc tu te lances dans la radio libre. Et donc je débute dans une radio libre où je suis à la fois producteur, animateur d'émissions, donc rien à voir avec les producteurs animateurs dont on parle 20 ou 30 ou 40 ans plus tard. Et puis je suis aussi le DIRCOM de la radio, et puis je fais du journalisme. Je n'ai aucune fiche de paye, j'ai travaillé pendant 2 ans, mais sans fiche de paye. Mais en tout cas, quelque part, en donnant de mon temps, j'ai aussi appris. Donc ça a été une formation, ça a été un deal gagnant-gagnant. Si je suis pas payé, c'est pas parce que la radio est malhonnête, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Et donc il faut produire des contenus, il faut tenir l'antenne. Mais à cette époque-là, voilà, c'est des radios associatives où il n'y a pas d'argent. Mais c'est formateur. Et donc là, t'apprends.
Là, j'apprends, je me forme, je découvre ce que c'est l'incroyable stress ou tension de parler dans un micro. J'ai toujours été plus tendu dans un studio radio que sur un plateau de télévision. Ça peut surprendre, mais peut-être que c'est lié à cette période-là. Et il se trouve que dans la même époque, en fait, autour des élus, notamment dans les collectivités territoriales, il y a un statut qui est en train de se créer qui n'existait pas auprès des élus et qui est un statut de collaborateur de cabinet. À cette époque-là, les élus avaient autour d'eux des gens, mais qui étaient payés par des entreprises, par l'imprimeur du coin, donc des emplois dits fictifs, mais des gens qui faisaient un vrai travail, mais qui juridiquement n'étaient pas cadrés. Et là naît ce statut, et là il y a un élu qui vient me chercher, parce que je suis un professionnel de la communication, je travaille dans une radio, donc ça lui paraît incroyable, évident et en même temps inaccessible. Et je suis recruté pour diriger le cabinet d'un élu et la communication de la ville. Et là, pendant 7 ans, auprès de ce premier élu, un monsieur qui avait plus de 70 ans et moi j'avais 21 ans, donc ça aurait pu être mon grand-père. Voilà, j'apprends en faisant à ses côtés, et je suis aussi un collaborateur loyal, rassurant, présent, hyper disponible. Et c'est comme ça que se construit le début de ma vie professionnelle. Donc là, finalement, tu apprends un métier sur le terrain. Exactement. Globalement, tous les métiers que tu as fait, c'était sur le terrain, c'est pas forcément de formation antérieure. Toujours sur le terrain, oui. Et là, tu arrives dans le milieu de la politique, finalement. Exactement. Dans le milieu de la politique, mais pas dans la partie politicienne de la chose, même si à l'époque, il n'y a pas vraiment de barrière entre les deux, mais vraiment dans la partie opérationnelle et vie publique, quoi. Parce qu'il y a quand même un sujet sur la communication dans la politique, c'est à 21 ans, comment justement on gère cette façon de bien séparer la politique, la communication, son point de vue. Alors déjà, j'étais en panique totale parce que enfin j'avais trouvé un boulot, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que entre sortir de la fac de la radio et avoir ce premier emploi, il y a quand même une période assez plate où on se demande si on n'a pas eu tort de quitter la fac et on se dit que la vie aurait été certainement beaucoup plus facile avec un diplôme. Ça n'a pas été le parcours, donc c'est comme ça. Donc il y a quand même, sur le roller coaster, ça correspondrait peut-être un peu à la file d'attente les jours de pointe, hein. On attend très très longtemps et on se demande ce qui va se passer. Et puis après, il y a cet accès à cet emploi. Sauf que cet élu, en l'occurrence, je ne partage pas nécessairement ses idées politiques. En tout cas, je ne fais pas partie de son parti, de son mouvement politique. Et je me dis, il y a un moment, il va s'en rendre compte et ça va être catastrophique pour moi. Je vais me faire virer sur le champ. Et en réalité, non, parce que la notion politicienne n'entre pas. Nos différences, ça relève des nuances, mais n'ayant pas la carte de son mouvement, je me disais, mais un jour, il va me demander ma carte, il va se rendre compte que je ne fais pas partie du club, quoi. Mais en l'occurrence, non. Et c'est vraiment le professionnalisme qui l'a emporté. Donc, c'était le travail qui comptait et non pas la philosophie. Et j'étais bien au service de la ville, d'un élu et non pas d'un homme politique, ni de ses campagnes électorales. Et donc, c'est là où tu apprends finalement que ce secteur-là, c'est pas non plus le plus reposant et le plus sécurisant. Oui, je l'apprends pour 2 raisons. Parce que d'abord, je travaille auprès d'un président d'exécutif. Donc, qu'il soit public ou privé, un président d'exécutif, c'est une personne, un président ou une présidente, puisque je vais ensuite travailler aussi pour des femmes. C'est une personne en mouvement permanent. C'est une personne qui décide toute la journée. C'est une personne qui est ultra sollicitée. Dans le public, notamment, on a des journées, mais on travaille aussi le soir. Parce que le soir, il y a des commissions, il y a des conseils municipaux, il y a des événements, il y a des inaugurations. On travaille aussi le week-end. Donc, en fait, c'est non-stop. C'est le looping qui ne s'arrête jamais. En réalité, on repart toujours et on recommence. Donc, il y a ça. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a un statut particulier, celui qui était le mien, qui existe dans les collectivités territoriales. C'est le statut de collaborateur de cabinet. Il ressemble un peu à celui des ministères, mais il est quand même propre à la fonction publique. Et c'est un job où, en fait, on peut perdre son emploi si votre élu perd les élections, si votre élu décède, si votre élu démissionne, ou simplement si votre élu dit « je n'ai plus confiance ». La perte de confiance suffit à perdre votre emploi. Vous n'avez pas à justifier de pourquoi vous n'auriez plus confiance. Donc en fait, c'est un boulot où il faut vous donner 100%, 200, 300% même. Il faut être hyper engagé et en même temps, il peut s'arrêter à tout moment. Donc, c'est vraiment la chaise éjectable, quoi. C'est le siège éjectable. C'est des jobs où les gens partent d'eux-mêmes très vite parce que c'est assez dur. J'avais à l'époque, la moyenne de durée de vie d'un collaborateur de cabinet, c'était 1 an. Donc en ayant fait 7, j'avais presque l'impression de faire un exploit. Je n'avais pas calculé. Et c'est après coup, on se dit, tiens, la moyenne c'est 1 an, tu as fait 7 ans, c'est pas mal. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se font aussi sortir pour de justes ou de fausses raisons d'ailleurs parfois. Et cette pression, tu la ressens au quotidien Non, pas du tout. Moi, perso, je ne l'ai jamais ressenti. J'ai toujours su que c'était la règle du jeu. C'est vrai que dans mon entourage, parfois on me disait, mais ça doit être très dur.
je pense que si on a ça à l'esprit en permanence, on n'y arrivera pas. Donc c'est la règle du jeu, mais j'ai jamais le sentiment qu'on soit, où que ce soit, en sécurité. Ensuite, dans l'entreprise privée, vous avez un contrat à durée indéterminée. On peut se faire sortir à tout moment. D'accord, il y a des protections, d'accord, il peut y avoir les prud'hommes, il peut y avoir... Mais si une entreprise veut se séparer d'un collaborateur, elle s'en sépare. Donc en fait, on n'est jamais en sécurité. Évidemment, quand on est entrepreneur, c'est exactement la même chose. Mais on n'est pas plus en insécurité quand on est entrepreneur que quand on est en sous-CDI dans le privé ou sous statut de cabinet dans la fonction publique. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire le CDI, c'est la protection, c'est la sécurité. Et on fait un versus vraiment radical avec l'entrepreneur qui, lui, on dirait, prend tous les risques. Mais finalement, rien n'est acquis. Mais non, et pour moi, le CDI, c'est un fantasme. C'est un faux fantasme. Et je l'ai souvent dit à des collaborateurs, pas pour leur faire peur, mais plutôt pour, même pas pour les motiver, mais pour vraiment leur faire prendre conscience des choses. Souvent, des collaborateurs, à l'issue de la période d'essai, ils se disent « Ah bah ça y est, c'est super ». Non, ça y est, c'est pas super. Vous avez franchi une étape, mais maintenant, il faut tout commencer. Et il y a plein de gens qui se sont fait virer ou qui ont perdu leur job le lendemain de la fin de la période d'essai ou une semaine après. Si ça va pas, ça va pas. Donc, il y a pas de période, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas un verrou, un moment qui fait que de toute façon, il faudra faire avec cette personne ou pas. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va plus, ça va plus. Donc, non, il y a jamais, pour moi, il n'y a pas de sécurité. Donc, d'accord, c'est un cadre, effectivement, enfin, c'est un cadre prévu par la loi. Ça donne un sentiment de protection, mais en réalité, l'entreprise est toute puissante, elle a toute capacité à se séparer de ses collaborateurs quand on en a le besoin, la nécessité. Donc la seule chose à faire, c'est de bien faire son job et ne pas avoir cette pression à un moment ou un autre, je vais perdre mon emploi. De la même façon, on peut avoir un contrat à durée déterminée et puis finalement, il va se prolonger parce qu'on va faire l'affaire, c'était pas prévu au début et puis on part pour bien plus longtemps que prévu. Donc la vie est quand même pas écrite à l'avance et on le voit de plus en plus. Donc il faut vivre le moment présent, il faut faire les choses pour les bonnes raisons, et puis après, ça se fait tout seul. Puis à un moment, on se retourne et on se rend compte qu'on a, j'ai vu il y a quelques jours, 37 ans de carrière derrière moi. Mais finalement, en plus, c'est l'acheminement de tout ce parcours, finalement, parce qu'arriver en politique, ça t'a permis d'acquérir de certaines compétences qui, finalement, j'imagine, on va en parler, rebondissent sur ton parcours privé de chef d'entreprise. Parce que finalement, l'expérience que tu as eue a, je suis sûre, dans ce que tu as créé, une incidence. Oui, alors déjà, il y a un fil rouge, je pense, dans tout mon parcours. Je pense que c'est le sens politique. Parce que le sens politique, c'est quand même une des compétences indéniables qu'on doit avoir en communication. Donc, j'ai créé aujourd'hui mes entreprises. Après 35 ans de salariat public et privé, j'ai créé deux agences de communication. Et la communication, c'est avant tout, enfin, pas avant tout, mais une des compétences clés, c'est quand même le sens politique. Ce sens politique, il m'a été indispensable en communication dans le secteur privé et en communication et en direction de cabinet dans le public. Donc, et le sens politique, c'est une compétence qui peut se développer, mais je pense que c'est quand même quelque chose de relativement inné. Si on n'a pas de sens politique au départ, il n'y a pas d'école qui vous apprend le sens politique. Donc, tu peux pas tout d'un coup te découvrir cette compétence. En revanche, elle se développe, elle se pratique, l'expérience aide et augmente ta capacité, en tout cas, à l'utiliser. Mais je pense que ce sens politique, c'est ce qui fait le lien entre ces différentes étapes de ma vie professionnelle. Donc après ces 7 ans de vie, c'est la fin de la politique. Après 7 ans, je travaille avec un élu qui est âgé, qui a son 3e ou 4e mandat, qui est malade et qui décide de ne pas se représenter. Et donc là, mon statut s'applique, je perds mon boulot. Donc du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Là... Alors c'était prévu, c'était pas parce que plus tard je travaillerai avec des élus qui perdent des élections, donc là on s'y attend pas et même chose, on se retrouve sur le carreau. Mais là du jour au lendemain, il faut trouver du travail ailleurs. Donc là, comment justement ça se passe ce moment où voilà, tu arrives au bureau, l'info arrive, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les premières intentions comment les gens réagissent autour de toi également, ils sont au courant, enfin comment ça se passe? Alors, je me souviens même pas de ce qui se passe autour de moi, parce que je me souviens de la tempête qui est à l'intérieur et qui est un peu l'effondrement. Je rappelle, autodidacte, j'ai aucun diplôme, une expérience, certes longue, mais voilà, qui va vouloir de moi demain des gens comme moi, il y en a plein, et des gens qui semblent avoir bien plus de valeur, il y en a encore beaucoup plus. Donc, qui va vouloir de moi et qu'est-ce que je vais devenir le lendemain? Donc très très compliqué pour moi d'imaginer rebondir. Et j'avais un fantasme, mon fantasme c'était celui d'aller bosser à l'Assemblée nationale.
Alors, Ok. le fantasme a été très décevant très vite, parce qu'en fait, en étant directeur de cabinet, j'avais beaucoup de responsabilités finalement et je touchais à beaucoup de champs. Alors qu'en arrivant à l'Assemblée nationale, le boulot d'assistant parlementaire est quand même assez réduit. Alors, il est très différent d'un parlementaire à l'autre, mais il est quand même beaucoup plus restreint. Et donc, j'ai été hyper déçu de ce travail. Mais ça a été super formateur. Formateur parce que j'ai eu la chance de travailler avec 2 élus simultanément. Ça, c'est pas toujours très simple. En revanche, ça m'avait permis de maintenir mon niveau de rémunération. Donc, il y avait quand même des avantages. Et travailler pour 2 élus, c'était pas simple parce que les 2 ont souvent besoin de toi au même moment. Ça a été très formateur. Et ça s'est trouvé à la période où Jacques Chirac, président de la République, décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah oui, d'accord. Et quelques jours avant la dissolution, qu'on sentait arriver, même si le jour où elle est arrivée, on n'osait pas y croire, mais on sentait que c'était une hypothèse possible, c'était jamais arrivé, en tout cas dans une période récente. Et il se trouve que j'ai été approché par une élue, une femme, qui était maire de Nogent-sur-Marne, ma ville de naissance, au passage, donc je trouvais ça assez sympa. Puis j'habitais à proximité de cette ville, et qui a été élue 2 ans avant maire, qui n'a pas bien encore organisé ses services, qui est plutôt en difficulté, qui a besoin d'un directeur de cabinet et de la com, qui a un peu d'ancienneté et de professionnalisme et de poids. Et elle m'appelle, et là, c'est l'entente immédiate. Ça se passe comme ça. Enfin, il y a des rencontres professionnelles. D'ailleurs, toutes mes rencontres professionnelles se sont passées de cette façon-là. Il y a tout de suite un feeling. Au bout de quelques minutes, elle est venue de son bureau s'asseoir à côté de moi. Elle a commencé à me parler en me tapant sur les cuisses, en me disant on va faire comme ci, on va faire comme ça, ma stratégie. On n'était plus dans un entretien de recrutement. On était déjà en train de travailler. D'ailleurs, elle n'a pas eu à me dire je vous prends, ou elle m'a dit alors lundi, tu commenceras là, tu t'installeras là, ton bureau sera là. Voilà. Et tous mes recrutements se sont faits à peu près de cette façon-là. Et voilà comment rebondir. Alors, dans le déroulé, j'ai oublié la question, mais en tout cas, après l'effondrement, le rebond se fait de cette façon. Donc tu restes encore dans Et je reste dans la fonction publique avec cette femme avec laquelle on a fait un travail extraordinaire dans cette ville. Il y avait beaucoup de choses, de ce que j'appelle la plomberie, tout ce qui ne se voit pas. Donc dans la vie professionnelle de façon générale, dans les collectivités notamment, il y a beaucoup de choses qui se voient dans la rue, qui paraissent, sur lesquelles on peut communiquer. Il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas. Les réseaux électriques, les réseaux d'eau, d'assainissement, tout ça, ça se voit pas. Ça, c'est pas sexy, c'est pas glamour. Mais si on s'en occupe pas, et c'était le cas dans cette ville depuis près de 40 ans, il y a un moment, tout s'effondre. Et là, il y a beaucoup de travail à faire. Tout ce travail a été formidablement fait, mais cette femme avait un inconvénient en politique, surtout à l'époque, c'était d'être une femme. Et donc, toutes les oppositions masculines se sont coordonnées pour la faire chuter, peu importe celui qui l'emportera contre elle. Ce qu'il fallait, c'était virer une femme pour redonner la place à un homme. C'est un homme qui doit être à la tête de la mairie. D'accord. Et là, ça a été élection fracassante parce qu'à quelques dizaines de voix, on a perdu ces élections. Et là, je me suis retrouvé à nouveau sur le carreau, mais là, du jour au lendemain, parce que c'était pas du tout attendu. Ah oui, donc rebelote. Rebelote. Plutôt prêt par rapport à la fois d'avant parce que déjà vécu. Oui, mais très dur quand même, dur quand même. Et c'était une expérience vraiment fabuleuse, donc c'était un peu compliqué. Et là, j'avais gardé à l'esprit un dimanche, je le disais tout à l'heure, on travaille le soir, le samedi, le dimanche. Un dimanche, son mari était venu dans la mairie, on était tous les deux en train de travailler, il nous avait dit, vous êtes vraiment de cinglés à vous engager, à vous donner autant. Si vous bossiez dans le privé, vous seriez bien plus épanoui et vous gagneriez bien mieux votre vie. Et ça, cette petite musique, elle m'était restée, mais j'avais aucune intention de prendre le moindre risque de quitter le pseudo-confort d'un job qui était fabuleux pour moi. Ce jour-là, j'avais plus trop le choix. Et alors, j'ai commencé à faire des candidatures spontanées dans le secteur privé. J'en ai fait 100, 200, sans quasiment jamais aucun retour. Parce que qui voulait d'un mec qui a fait finalement toujours aucun diplôme, et puis un parcours assez difficile à transposer dans le secteur privé. Et ma façon d'approcher des grandes entreprises, c'était de valoriser ma parfaite connaissance des arcanes institutionnelles. Là, je me disais, ça, dans des grandes entreprises, pour les affaires publiques, pour le lobbying, ça peut être quelque chose qui peut être utile. Finalement, pas tant que ça. Et puis un jour, un cabinet de chasse m'appelle. Alors on peut se dire, un cabinet de chasse l'appelle, mais il est rien, il est personne, il n'a jamais rien fait. Oui, mais ce cabinet appartenait à un grand groupe
dans lequel j'avais postulé, et on m'a expliqué on m'a reçu, il y a eu tout un processus, je ne vais pas rentrer dans le détail qui est un peu long, et puis on m'a expliqué qu'il y avait finalement un poste de relations publiques, et puis un poste, affaires extérieures, et puis un poste de relations presse, et que finalement je pouvais correspondre aux deux, donc ils faisaient une économie en me recrutant, puisque pour de 2 postes, ils le donnaient qu'à une seule personne, et ça a été mon entrée dans la vie du secteur privé, et ça a duré 20 ans. Ça a duré 20 ans dans 6 groupes internationaux différents. Donc toujours dans la relation publique, toujours ce lien-là. Toujours dans la com. Toujours com, relations publiques, la RSE, un peu de marketing et un peu de RSE, je l'ai dit, un peu d'expérience client aussi. Donc j'ai touché à pas mal de choses, mais toujours avec dans le cadre d'un poste communication qui est vraiment mon cœur de métier et de compétences aussi. Et là, après, tu te lances dans le grand bain. Et au bout de 20 ans, il y a un moment, on se dit, les grands groupes, c'est bien, recommencer tous les 3, 4, 5 ans, c'est fatigant, tout reprendre à zéro, reprendre les fondamentaux, tout ça est difficile. Et puis aussi les grands groupes, souvent dirigés par des financiers, en fait, personne ne compte, l'humain ne compte pas, il n'y a que le chiffre qui compte. 20 fois, je me suis entendu dire il faut faire 20%, 30% d'économie sur ton budget, il faut virer 5 collaborateurs, il faut virer 10 collaborateurs, comme s'il y avait des gens qui servaient à rien, qui étaient juste en attente d'être sortis pour faire des économies. À un moment, j'ai été un peu fatigué de ce système dont j'ai profité, dont j'ai été quelque part le complice. Mais il y a un moment dans la vie où on en a un peu marre de ne plus compter du tout que sur le chiffre. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a un moment, il faut faire autrement. Et puis, il faut aussi aller voir éventuellement, est-ce qu'on est capable de faire autre chose et est-ce que soi-même, on va être capable de regarder autre chose que le chiffre. Pour le moment, ça me réussit plutôt. Mais voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en créant 2 agences avec des anciens collaborateurs. 2 agences différentes, une qui est dédiée à la communication de crise, une autre qui est dédiée à la communication corporate. Donc, comme toutes les autres agences de conseil en com, a une différence près, c'est qu'elle n'est uniquement constituée que de DIRCOM, donc que de gens qui ont été à la place de ce que sont nos clients. Dans beaucoup d'agences de pub ou de com, il y a plein de compétences, mais en fait, les gens n'ont jamais été à la place du client. Nous, on a tous été à la place du client. Ça, c'est une vraie force. Donc, c'est une force, c'est une vraie compréhension aussi. On connaît les codes, on connaît les rythmes, on sait qui décide, comment ça se décide. Et on est un véritable accompagnement. Et comme notre positionnement, c'est aussi d'être quelque part dans l'ombre des DIRCOM pour venir les aider sur un sujet, sur une compétence qui manque, sur un recrutement gelé, mais un livrable qu'il faut fournir. Donc, voilà, ces 2 agences sont... c'est ce qui m'occupe aujourd'hui. Et je suis aussi très dans la transmission parce que l'idée, c'est aussi d'aider des plus jeunes, qui commencent à vieillir d'ailleurs, mais des plus jeunes à devenir des décideurs et des leaders de la com de demain. Donc je suis plutôt dans une phase de transmission de flambeau. Et finalement, là, cette partie sur la crise, donc c'est un peu ce que tu expliquais dans ce dessin où finalement, c'est tes clients maintenant qui sont en crise. Comment tu es arrivé justement dans cette volonté d'accompagner les entreprises en crise? Parce que c'est compliqué, ça doit être dur. Comment t'en es venu là? Alors d'abord, la crise, c'est passionnant, oui. Parce que ça réunit toutes les exigences de la communication. Donc c'est pour moi, quand je parle de la crise, c'est souvent, je l'explique comme un concentré d'excellence de toute la communication. Parce que la crise, c'est autant l'écriture, l'expression orale, c'est vraiment produire de l'intelligence, mais au maximum. Je rappelle que communiquer, c'est créer de la relation, et la communication, c'est pas fabriquer des outils, c'est produire de l'intelligence. Souvent, on réduit la communication à un service support. Pour moi, c'est plutôt une fonction stratégique, donc qui doit produire de l'intelligence. La com de crise, ce n'est que produire de l'intelligence, c'est-à-dire avoir de l'analyse, de la vision d'une situation, bien comprendre un contexte, faire tout ça de façon assez rapide, parce qu'on a rarement le temps en communication de crise de s'installer et de réfléchir très longtemps, mais on ne peut pas travailler dans la précipitation. La précipitation, c'est l'ennemi de la communication. C'est peut-être l'ennemi majeur de la communication avec l'amateurisme. Donc voilà, produire de l'intelligence, ça c'est quand même assez fabuleux. J'ai une grande expérience de la communication de crise, parce que j'en ai vécu des crises humaines, des crises sociales, des crises financières, des scandales, des rumeurs politiques, privées. Donc j'en ai beaucoup d'expérience, et il se trouve que j'ai souvent été appelé, au-delà de mes fonctions professionnelles, à aller conseiller des personnes qui me sollicitaient pour que je les accompagne sur ce terrain de la crise. Et j'étais, ces dernières années, très sollicité pour aller sur ce terrain-là.
Donc, quelque part, on m'a ouvert la voie, on m'a dit ce que tu dois, comme un appel. On m'a dit, voilà, toi, il faut que tu viennes nous aider sur de la crise. C'est ce que j'ai décidé de faire et d'y consacrer la majeure partie de mon temps. Et vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui dans cette entreprise ? Nous sommes 8 associés. Il n'y a pas encore de collaborateurs. Pour le Ouais. moment, on fonctionne uniquement entre associés, donc en compétences multiples. Mais voilà, c'est déjà une belle équipe pour démarrer. Et dans la crise, finalement, on te contacte ils arrivent à te contacter en amont, pendant la crise. Enfin, est-ce que vous êtes un peu en format pompier finalement ? Mais c'est très intéressant ta question, parce que j'avais imaginé effectivement que nous n'interviendrions qu'en pompiers. Mais c'est vrai que je porte un discours sur la nécessité d'anticiper la crise, de s'y préparer, notamment d'être prêt à la prise de parole en communication de crise. C'est une prise de parole qui est très différente de la prise de parole habituelle. Et alors, je ne sais pas si c'est ce discours qui porte ou pas, mais finalement, environ 20% de nos clients sont dans la crise, donc vraiment dans la difficulté, et nous appellent en pompiers, mais plutôt 80% de notre activité est plutôt sur la préparation, sur l'analyse. J'ai des dirigeants qui me disent « moi, je ne fais pas de com, moi, je n'ai jamais rencontré de crise ». Mais quand je vois ce qui se passe chez mon voisin ou à côté, je me rends compte qu'en fait, ça peut m'arriver à n'importe quel moment. Mais je ne suis pas prêt. Et qu'est-ce que je dois faire ? Par quoi je dois commencer ? Est-ce qu'il faut que je recrute ? Est-ce que j'ai besoin d'un cabinet à côté de moi ? Est-ce qu'il faut que ce soit les deux ? Est-ce que je dois me préparer moi-même ? Donc, il y a beaucoup de gens. Alors, c'est l'ère, c'est le moment. Hein. On est dans une ère d'information terrible. Les réseaux sociaux qui donnent un écho dingue à n'importe quelle petite rumeur font qu'il y a beaucoup de dirigeants qui, finalement, prennent conscience qu'ils ne sont pas prêts et prennent conscience que ça peut leur arriver. Et c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. C'est pas parce qu'on est une grosse boîte qu'on peut avoir une crise, non. Et quand on est une grosse boîte, en principe, on est préparé. Alors que quand on est une petite structure, on l'est beaucoup moins. Donc voilà, je suis approché par beaucoup de gens qui ont cette prise de conscience et qui veulent démarrer le chemin pour se dire, si je peux être prêt au moment où la crise tombe sur moi, ça sera formidable. Et finalement, cette bascule pour toi du monde, on va dire, du salariat à l'entrepreneuriat, tu te sens bien aujourd'hui dans cette nouvelle vie ? Est-ce que j'ai l'air de pas bien me sentir ? Non, c'est formidable. Oui, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est une expérience extraordinaire. Je pense pour ceux qui m'accompagnent aussi. Ceux qui m'accompagnent, ce sont d'anciens collaborateurs, donc qui ont eux-mêmes vécu différentes étapes de ma propre vie professionnelle en vivant la leur, mais chacun à sa place. Non, c'est formidable d'être entrepreneur. Il n'y a rien à craindre d'être entrepreneur. La seule chose qu'on risque de ne pas faire, c'est de réaliser son rêve. Donc il faut le faire si on en a envie. Il ne faut pas le faire contraint. Il ne faut pas le faire pour de mauvaises raisons. Mais il faut y aller, il faut foncer. Ça donne du sens à la vie. C'est important quand on se lève le matin. Et donc finalement, toi aujourd'hui, ton propre roller coaster, c'est, pour l'instant, on va dire, c'est en forte croissance. La crise, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, tu dois avoir quelques clients. Alors, c'est un bon créneau en 2024. C'est plutôt des grands groupes, c'est des grosses structures qui viennent vers vous. C'est absolument les deux. J'étais assez étonné de cela. Mais alors, d'abord, il y a des très grandes entreprises, notamment en France. On a quelques clients à l'étranger. On a quand même principalement des clients en France. Il y a de très grosses entreprises en France dont on n'a jamais entendu parler. Et ça, on en est souvent surpris. Mais d'ailleurs, quand on regarde le CAC 40 ou le SBF 120, tellement d'entreprises dont on n'a jamais entendu parler. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on en entende parler uniquement parce qu'elles ont une crise, que le dirigeant est en difficulté ou qu'il y a une crise majeure à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt notre job. Mais on a aussi des PME, pour différentes raisons d'ailleurs. Ça peut être une faute professionnelle, ça peut être un accident, mais il m'est arrivé aussi de conseiller par exemple une relative petite entreprise, parce que ce n'est pas un grand groupe, c'est plutôt une petite entreprise, qui a fait une découverte telle que sa crainte, c'était finalement d'être dénigré par l'ensemble de ses gros concurrents, parce que quelque part, ça portait préjudice ou ça ridiculisait des gros, alors que sa découverte était plutôt faite par hasard, non intentionnellement. Elle aurait pu vouloir travailler sur ce sujet, mais c'était même pas le cas. Et finalement, c'était une très très bonne nouvelle qui lui arrivait, mais qui l'exposait à un risque gigantesque. Donc ça, c'est des situations qu'on peut rencontrer. D'accord, donc c'est vraiment, tu peux tout avoir, quoi, les cas perso, pro, et tout est mélangé. Absolument. Finalement. Souvent, le lien dans la crise, c'est que quelque part, le dirigeant ou la dirigeante, quelque part, son image est impactée par la crise. Donc, soit la crise vient du dirigeant ou de la dirigeante, soit la crise, elle est très interne à l'entreprise, mais le dirigeant incarnant l'entreprise, ça risque de salir son image et sa réputation. Donc, c'est souvent le lien qui est fait et assurément un travail directement lié à ces deux sujets. Et donc, l'ambition pour toi, maintenant, c'est
continuer à pérenniser les deux sociétés. Quelle est l'ambition Moi, l'ambition, c'est la transmission. Oui. J'ai 58 ans, donc je sais, même si mon âge à la retraite a été un peu repoussé, il se rapproche, mais consacrer beaucoup de temps à la transmission et puis permettre à des plus jeunes de prendre le relais, de prendre la direction des affaires et puis de les emmener là où ils veulent, j'allais dire le plus loin possible, non, ça c'est ma vision, là où ils veulent, pour faire ce qui a du sens pour eux, pour vivre heureux en faisant le boulot, le job qu'ils aiment, quoi. Merci infiniment Frédéric d'être venu dans le roller coaster. Je t'invite à signer ton ticket. Et je vous invite tous à regarder cet épisode, le partager autour de vous, commenter et on se retrouve dans le prochain. À bientôt.